que les Algériens peuvent attendre de ce scrutin du 12 décembre ? Bien justement, ils n'en attendent rien. Ils n'essayent même pas de s'interroger pour savoir qui sera le président si mal élu jeudi prochain. Ils clament dans la rue de la manière la plus forte, la plus ferme, leur refus d'une élection qui va, ils le disent, à l'encontre de leur devoir national. Ils veulent en finir avec ces mascarades électorales. C'est une mascarade électorale, le 5e mandat de Bouteflika, qui les a jetés dans la rue en février dernier. Ils y sont retournés, toujours aussi nombreux, toujours aussi déterminés, toujours aussi pacifiques, pacifistes, depuis chaque vendredi. C'est le 42e vendredi, sans aucun incident à déplorer, avec toujours la même discipline collective, et aussi bien à Alger d'ailleurs que dans des dizaines de villes du pays. Donc là, le message, il est très clair, très fort. Cette élection n'a aucun sens. Alors non seulement ça n'a aucun sens, mais le mot d'ordre, d'une certaine manière, de beaucoup d'entre eux aujourd'hui, c'est de dire « nous n'irons pas voter ». C'est un scrutin qui ne sert qu'à recycler des anciens du régime. Le ministre de l'Intérieur algérien, lui, a qualifié les opposants à la présidentielle de traîtres, de mercenaires et d'homosexuels. On sent les vieux réflexes revenir au galop. On sent quand même que les autorités n'ont absolument pas pris la mesure de ce qui se passait dans la rue. C'est un problème, ce décalage. C'est le problème depuis le début de la crise. Il faut voir que c'est à chaque fois le régime, ce qu'on appelle pudiquement en Algérie les décideurs, c'est-à-dire les quelques généraux qui tiennent le pays en main. Dans l'ombre, toujours ? Dans l'ombre avant, justement, avec le Hirak, avec cette contestation, ils ont été obligés de tomber le masque. Et c'est vrai que c'est pas joli ce qu'on voit. Et encore aujourd'hui, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, s'est exprimé. C'est la première fois qu'il s'exprimait un vendredi, parce que généralement, il voulait que sa parole ne coïncide pas avec les slogans des manifestants. Il a annoncé pour jeudi prochain une fête électorale. Il a même décidé par avance que la participation serait massive. La réponse des Algériens est très simple. On ne peut pas gérer un pays comme une caserne. On respecte les généraux, on respecte l'armée, mais qu'ils fassent leur métier et qu'ils nous laissent vivre enfin libres. Et donc le Hirak va se poursuivre, mais jusqu'à quand ? La seule certitude, c'est qu'on ne sait pas combien d'Algériens, à mon avis, pas énormément, voteront jeudi prochain, mais vendredi, ils manifesteront de nouveau. Et leur détermination est entière, parce que jusqu'à aujourd'hui, Gaïd Salah, qui n'est officiellement que vice-ministre, mais qui est le vrai maître du pays, n'a accepté aucune forme de dialogue sincère. Il faut espérer que l'électrochoc de ces élections en trompe-l'œil va enfin l'amener à accepter ce dialogue, ces négociations, ces pourparlers vers une transition démocratique enfin authentique. Qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans ce mouvement qui est absolument inédit, historique, et on n'a pas de mots pour qualifier ce mouvement tant il est extraordinaire en fait ? Mais effectivement, c'est ce pacifisme, cette fierté, cette joie. Et comme le rappelait Sarah Nasser, le fait que les Algériens se redécouvrent dans leur diversité, qu'ils ont enfin une identité heureuse, où ils acceptent d'être ceci et cela et encore autre chose, sans être obligés de choisir. Et puis, pour un historien, c'est absolument fascinant. Cette jeunesse que l'on dit dépolitisée, que l'on dit être branchée sur ses écrans, elle dévore les livres d'histoire, elle veut comprendre son histoire. On voit ça aussi au Liban, où on veut se réapproprier la mémoire après tant d'amnésie, d'amnestie au profit des seigneurs de la guerre. On a eu l'amnésie-amnistie en Algérie au sortir de la décennie noire. Mais on se rend compte que cette amnésie-amnestie n'a pas complètement couvert cette mémoire traumatique. Elle est très présente. Les jeunes y font référence en disant on ne veut pas retourner dans cette décennie noire, par exemple, en référence aux années 90. Oui, évidemment, c'est une motivation formidable pour la non-violence, mais c'est aussi une volonté de connaître enfin la vérité, parce que seule la vérité peut déboucher sur la justice. Et on voit comment les jeunes Algériennes, les jeunes Algériens réhabilitent des figures de la lutte de libération nationale,
comment ils se réclament d'Amirouche, d'Aban Rabdan, de Larbi Ben Mehidi, comment aujourd'hui le détenu d'opinion le plus populaire en Algérie, celui qui est vraiment le symbole, c'est un ancien résistant de 86 ans, Lardar Bourrega, dont la photo est dans tous les défilés. Donc on voit comment ces jeunes, en fait, non seulement ils font pas table rase du passé, mais ils veulent revendiquer leur passé. Ils veulent enfin comprendre leur passé pour assumer une identité qui serait pacifiée comme leur mouvement est pacifique. C'est une mobilisation massive mais pacifiste. Au Liban, c'est la même chose. En Algérie, au fur et à mesure que le vote approche, il y a des arrestations de personnalités publics connus, des journalistes, des humoristes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce pacifisme soit cassé à un moment donné par ce pouvoir qui peut-être ne va pas trouver à un moment donné une issue favorable pour elle-même, pour son... Alors il est évident que la tentation de la violence est toujours là. Elle est là au Liban, elle est là en Algérie. Mais les militantes, les militants ont parfaitement compris que c'était le piège le plus dangereux dans lequel ils pourraient tomber. Et que ce serait faire le jeu de ce régime qu'ils veulent démanteler si justement ils cédaient à ces provocations. En Algérie, on a eu non seulement les arrestations que vous évoquiez, de personnalités toutes connues pour leur engagement absolument pacifiste. J'évoquais Lardar Bourrega, 86 ans, qui est incarcéré pour atteinte au moral de l'armée. Ça veut dire que l'armée aurait peur d'un ancien résistant de 86 ans. Et Bourrega a refusé d'être libéré tant que les détenus plus jeunes que lui ne le seraient pas. Donc avec cette discipline collective, on voit comment on peut déjouer ce chantage à la violence et peut-être les provocations qui vont se dérouler. Sarah Nasser, je précise que vous vivez à Montréal et vous avez donc fait le voyage en Algérie pour filmer. Et ce qui frappe dans votre film, c'est qu'on sent vraiment une vraie révolution en cours, même si ça fait maintenant plusieurs semaines que les gens manifestent. Qu'est-ce qui vous frappe en premier lorsque vous arrivez en Algérie ? Ce qui m'a frappé d'abord en premier, c'est on sentait que le mur du silence était tombé. Dès l'aéroport, les premières personnes qu'on rencontre, il y avait une ferveur populaire. On sentait qu'il y avait une excitation par rapport à l'événement qu'on est en train de vivre, qui est donc cette révolution. Moi, j'ai filmé aux premières semaines de la révolution du sourire. Et bien entendu, ce qui m'a frappé, ce qui m'a poussé à faire le voyage, c'est le caractère pacifique de cette révolution et c'est cette mobilisation extraordinaire dans toutes les régions d'Algérie. Alors, je pense que pacifisme est le mot d'ordre, mobilisation aussi depuis plusieurs semaines pour arriver à faire cette transition démocratique. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de votre documentaire, Qu'ils partent tous. Nous allons découvrir plus précisément El Moustache, une des personnalités algériennes qui incarnent et qui font vivre cette révolution. الور وثاني دوكا في الوقت اللي رانا فيه سي كاين نيسباس سوسيال هكذا جديد ديجيتال حومه جديده ديجيتال اللي يعيطوا لها فيسبوك ولتما الموستاش لتما وين درت لا نوتوريتي تاعي وفوالا عرفت روحي للكوكب الزوبعه هذه تاع 22 فيفري هذا ما فهمناش الصباح شغل ما فهمناش الوغ شغل فيستيفال كونتيستاتور بالضحكه بالفرحه شغل ما فهمناش اكزاكت ما شغل سيريوزمون هكذا زعما باش نقول لك الا كنت شايفها ولا عمري لا ايماجينيت نعيش حاجه هكذا وشغل عجب انا ليا سي لا لينيومون تاع لي بلانات ولا ما باش كيفاش ولا ما داروش دوا في الشاطو دور Sarah, de l'extérieur, on a souvent, longtemps pensé que ce peuple algérien était comme une espèce de masse grise, informe. Et là, tout d'un coup, avec cette révolution et avec votre film, on découvre des visages, un peuple vivant surtout. Et ils ont l'air d'être les premiers étonnés par toute cette énergie. Ah oui, l'image au fait qu'on avait de l'Algérie, et c'est une image que même ici on voit beaucoup de gens ne connaissent pas l'Algérie, c'est bien sûr dû malheureusement à un historique avec beaucoup de zones de turbulence, mais aussi dû à une mauvaise représentation de la réalité qu'on a pu voir dans certains médias ou depuis certaines années, parce qu'ils ne se sont pas forcément intéressés à ce qui était en train d'évoluer, mais plus à ce qui n'allait pas. En Algérie, les gens étaient, oui, surpris du caractère
caractère aussi pacifique, parce que du jour au lendemain, parler d'une révolution aussi pacifique dans un pays qui a connu beaucoup de mouvements, beaucoup de violences, malheureusement, surtout dans les années 90, c'est quelque chose qui au départ a surpris les gens, mais en même temps, moi, personnellement, je n'étais pas surprise, parce que ça fait plusieurs années que je continue d'aller en Algérie pour mes projets, que ce soit artistiques ou cinématographiques, et j'ai vu naître quelque chose qui, pour moi, était un signe avant-coureur de cette révolution, c'est cette émergence d'une révolution culturelle qui a commencé déjà depuis quelques années, à travers notamment diverses initiatives culturelles des artistes, une recherche de l'identité algérienne, une façon de vouloir se définir, de définir cette Algérie contemporaine, parce que l'Algérie a connu tellement de basculements que les Algériens n'ont jamais vraiment eu le temps de s'asseoir et d'essayer de comprendre qui ils étaient dans toute leur diversité. Alors moi, j'ai commencé à voir ça les dernières années, notamment à travers mon travail. Et puis, je n'étais pas vraiment surprise qu'il y ait cette révolution, parce que la prise de conscience est là. Mais par contre, oui, c'est vrai que quand elle a démarré, j'étais très heureuse et en même temps, j'étais très contente de voir ça. C'est bientôt la présidentielle. Quel est le plus gros risque pour le mouvement pour le Hirak algérien ? Quel est le plus gros risque? Je pense que ce serait qu'il ne continue pas dans le sens où la mobilisation s'arrête, mais je ne pense pas que ça va arriver. Par contre, ce serait que peut-être que le pouvoir actuellement en place continue à être déconnecté de la réalité de la rue et n'écoute pas ce que la rue demande. Ce que la rue demande, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, elle demande juste une vraie transition démocratique. La rue n'est pas contre les élections, elle n'est pas contre le processus électoral, mais elle veut pas réduire la démocratie à un processus électoral. C'est-à-dire qu'elle est consciente qu'on arrivera un jour au vote et qu'on a besoin de voter, mais elle demande au pouvoir en place de laisser le temps de faire une réelle transition démocratique, de mettre en place une opposition, de mettre en place des vrais partis qui représentent l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'on la connaît, afin d'arriver à un réel processus électoral dans le temps, au moment où ce sera opportun. Pour le moment, elle ne veut pas faire affaire aux anciens dignitaires du régime qui ne veulent finalement pas laisser leur place à cette nouvelle génération qui réclame ses droits, tout simplement. J'imagine que vous êtes toujours en contact avec vos proches en Algérie. Comment ils entrevoient le futur maintenant? Ce mouvement va continuer, mais quelle est l'issue possible pour ces personnes? Mais déjà, avec mes proches, avec qui je suis en contact au quotidien, qui m'ont d'ailleurs poussée à venir faire ce documentaire, à venir vivre avec le Hirak. Avec eux, déjà, aujourd'hui, on parle de futur. Donc, alors qu'au départ, il y a quelques temps, ce n'était pas quelque chose qu'on envisageait. On était tout le temps en mode en survie dans cette Algérie. Mais aujourd'hui, on se projette dans le futur. Et donc, pour moi, ça, c'est déjà quelque chose que je peux voir à distance et qui est très positif. Ces gens-là veulent pouvoir... Ce qu'on me dit, mais en tout cas moi, ce que j'ai comme écho de mes amis qui sont sur place, c'est que premièrement, on ne lâchera pas, on va continuer cette mobilisation. On n'est pas arrivé à ce point pour revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière d'ailleurs, et je pense qu'aucun peuple qui se relève un jour, qui décide de prendre son destin en main, peut repartir en arrière. Néanmoins, ils sont sûrs, et ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont aussi conscients qu'ils ont commencé à bâtir quelque chose que peut-être eux-mêmes ne verront pas aboutir totalement. C'est-à-dire qu'il y a cette aussi notion de sacrifice par rapport à construire ce pays qu'on aime. On veut laisser aux futures générations un pays digne d'eux et digne de son histoire surtout. Alors il y a une grosse conscience de cela. Les gens se projettent dans un futur où l'Algérie pourra enfin vivre correctement. Et moi, c'est ce que je vois de toute façon à distance. Mais encore une fois, je suis à distance et je me fie aux échos de mes amis proches.